Bonjour tout le monde. Soyez le bienvenu à la première journée de camp de carrière 2024, au cours duquel vous apprenez à élever votre carrière vers de nouveaux sommets. Veuillez noter que cette session est offerte en français et en anglais simultanément. Et afin de visionner la session en anglais, veuillez retourner au lobby dans Zoom Events et cliquer sur le lien pour la session anglaise. So the session is being provided in French and English at the same time. If you wish to participate in the English session, please go back to Zoom Events and join the English session. The session will only be in French. Moi, je m'appelle Khadija. Je suis présidente du réseau Futurs Leaders de l'Ontario, qui est le réseau pour les nouveaux et jeunes fonctionnaires basés dans la région de l'Ontario. J'aimerais reconnaître que je suis sur le territoire de plusieurs peuples autochtones, comme je suis basée à Toronto, et Toronto est le territoire des Mississaugas of the Credit, des Haudenosaunee, les Huron-Wendat et les Anishinaabe. Et je vous encourage tous et toutes à reconnaître le territoire sur lequel vous vous trouvez également. Le camp de carrière est la plus grande conférence de la GC. Et le but de cette conférence est de vous soutenir dans votre cheminement de carrière au fur et à mesure que nous progressons dans la session d'aujourd'hui. Veuillez partager vos questions en utilisant le bouton questions et réponses. C'est le bouton Q et A dans en français, comme la session est en français, ou dans la langue de votre choix et on va parler et en discuter en français. Vous pouvez aussi voter pour les questions que vous voulez vous pouvez aussi voter pour les questions auxquelles vous aimeriez qu'on y réponde en cliquant sur le bouton pouce en l'air. Comme toutes les sessions du RJFF, celle-ci sera enregistrée et vous puissiez consulter tous les enregistrements sur notre chaîne YouTube. Et vous pouvez voir tous les enregistrements à une date ultérieure. Et en plus des enregistrements sur notre chaîne YouTube, cette année, nous proposons une autre façon d'apprendre. Et cette façon, c'est une série de balados des sessions du camp des carrières. Après le CDC, les balados seront disponibles sur Spotify et Apple Podcasts. Et nous aimerions également souligner que les présentations PowerPoint de chaque session sont disponibles sur notre page wiki afin que vous puissiez les suivre à votre rythme et améliorer votre expérience d'apprentissage. Et avant de commencer, on aimerait vous poser quelques questions. Ces questions sont des questions pas rapides. On aimerait savoir ce que vous savez par rapport à notre sujet d'aujourd'hui. Donc, la première question de sondage, comment évaluerez-vous votre familiarité avec les processus de dotation et d'embauche du gouvernement du Canada? 1, débutant. 2, un peu familier. 3, expérience modérée. 4, expérimenté. Et 5, expert. Donc, on vous donne un peu de temps pour répondre à cette question. On voit pas mal de réponses. D'accord. Donc, on va voir les résultats.
Donc, 30% des participants, bah, on dit qu'ils ont débutants et 34, ils sont un peu familiers avec les processus de dotation et d'embauche du gouvernement du Canada, ce qui n'est pas mal en fait parce que on va aborder tout ça aujourd'hui. Est-ce qu'on a une autre question? Oui, on avait une autre question. La deuxième question, c'était, avez-vous fait part de vos aspirations professionnelles à votre gestionnaire? Euh, donc oui. Donc en fait, on a 40% de participants qui ont en fait fait part bah, de leurs aspirations professionnelles, bah, leur gestionnaire et leur gestionnaire bah, l'ont soutenu. On est content d'apprendre ça. Et on voit aussi qu'on a également 41% des participants qui n'ont pas encore eu cette conversation. Donc, on espère que cette session aujourd'hui va vous donner ben, des idées pour savoir comment aborder ces conversations. Et maintenant, j'aimerais vous présenter nos panélistes. On a trois panélistes qui sont bien expérimentés en RH. Ils vont vous parler euh, bah, comment devenir bah, une employée permanente, permanent au sein du GC. Donc, on a Audrey-Anne. Oui, bonjour, je m'appelle Audrey-Anne Racine, mes pronoms sont elle, she, her. Je vous rejoins de la région de la capitale nationale, qui est sur le territoire non cédé des peuples algonquiens Anishinaabe. Aussi, si vous vous joignez à nous à l'audio seulement, là, physiquement, je suis une jeune femme avec de longs cheveux noirs, des lunettes rondes. J'ai la peau blanche et je porte une petite laine verte. Dans mon emploi au gouvernement du Canada, je suis conseillère principale en ressources humaines à Service canadien d'appui aux tribunaux administratifs. C'est vraiment une petite organisation. Mais de manière plus précise, je suis responsable du dossier de l'accessibilité, de l'équité, diversité, inclusion et de la planification des ressources humaines. Je suis devenue, moi, fonctionnaire avec un contrat indéterminé, mais j'ai vraiment eu des réflexes d'une employée sous contrat déterminé. Donc, je suis vraiment contente. J'ai vraiment hâte là, de débuter la discussion à ce sujet-là aujourd'hui. Merci, Audrey-Anne. Geneviève. Bonjour, bonjour à tous. Merci beaucoup, Khadija, et merci, Audrey-Anne. Alors, moi, c'est Geneviève Minou-Martineau. Je suis présentement chef d'équipe par intérim pour la région du Québec à la Commission de la fonction publique du Canada. Ce qu'on fait, en gros, c'est qu'on offre plein d'outils aux gestionnaires. On accompagne tant les candidats que les gestionnaires pour trouver les meilleurs candidats possibles pour les postes qu'on a à offrir au sein du gouvernement du Canada. Donc, ça me fait très plaisir d'être là aujourd'hui avec vous. Je vous joins donc de chez moi à Montréal, sur le territoire non cédé Mohawk. Et il me fait plaisir de vous parler à tous aujourd'hui. Merci, Geneviève. Et on a aussi parmi nous Catherine. Bonjour, merci Khadija. Mon nom c'est Catherine, prononçons elle là. Également pour ceux et celles qui ne me voient peut-être pas à l'écran ou qui nous écoutent en audio, je suis une jeune femme blanche, mi-trentaine. J'ai les cheveux bruns jusqu'aux épaules environ. Puis en ce moment, je porte un chandail à col roulé noir, bien plate, bien plain. Je vous joins du territoire non cédé du peuple Mi'kmaq, donc le Nouveau-Brunswick, aussi connu comme le Nouveau-Brunswick. Donc, je suis dans la grande région de Moncton. Je suis présentement conseillère principale de programme à Pêche Océan Canada. Donc, comparativement à Audrey-Anne et Geneviève, je crois que j'ai été invitée à ce panel à titre d'experte en signature de lettres d'offres indéterminées, non pas et non pas comme conseillère en ressources humaines, mais je crois que j'ai quand même quelque chose à apporter à cette table. Je ne vous donnerai pas trop de mon background parce que je vais vous en parler un peu
pendant la présentation. Puis, c'est ça, je suis une fière acadienne graduée de l'Université de Moncton et de l'Université d'Ottawa. Donc, c'est ça, c'est un petit peu de moi. Merci. Ben, merci Catherine. Et c'est le moment de commencer à parler de notre sujet. Et je vais donner la parole à Audrey-Anne. Oui, je vais entamer cette belle discussion-là en parlant un peu de ce que c'est un emploi indéterminé, pourquoi vouloir un emploi indéterminé, mais je veux aussi faire valoir l'importance et les avantages d'avoir un contrat déterminé. Donc, avant d'embarquer dans l'indéterminé, là, il y a plusieurs avantages d'avoir votre contrat déterminé. Puis c'est pas à négliger, là, d'avoir un contrat déterminé, ça peut offrir aux employés la possibilité d'acquérir des expériences professionnelles pour un domaine en particulier, d'aller voir les domaines qui nous intéressent par le biais de plusieurs contrats déterminés. Ça permet aussi de tester un emploi, savoir si on aime ça réellement, si c'est un domaine qui nous intéresse. Puis je trouve aussi ce qui n'est pas à négliger avec les emplois déterminés, c'est la possibilité d'apprentissage en continu. Selon moi, les employés sous contrat déterminé doivent faire des recherches, doivent planifier à l'avance leur prochain contrat. C'est une habitude qui est avantageuse que les employés indéterminés n'ont peut-être pas nécessairement, n'ont pas automatiquement. Donc, en tant qu'employé déterminé, les stratégies pour savoir comment agrandir son réseau de contacts pour trouver son prochain emploi ou savoir comment bien utiliser les plateformes comme Emploi GC, c'est des avantages d'avoir un emploi déterminé que peut-être un employé indéterminé n'aurait pas comme réflexe. Les désavantages d'un emploi déterminé, c'est naturellement les avantages de l'emploi indéterminé. Donc, les avantages d'avoir un contrat indéterminé, là, je pense à la stabilité de l'emploi. On n'a pas à se casser la tête à planifier la fin de son contrat, trouver un autre contrat, mais encore là, selon moi, c'est peut-être un désavantage parce qu'on n'est pas proactif, on ne va pas chercher les prochaines opportunités qui s'offrent à nous, mais la stabilité d'emploi, là, ça vient vraiment avec le contrat indéterminé. Il y a aussi la sécurité financière. J'inclus aussi la facilité d'accès au crédit. Par exemple, ça a été mon cas quand j'ai voulu acheter ma première demeure. J'avais un contrat indéterminé. Mon copain était sous contrat déterminé. Donc, il a pas pu, là, pour les prêts hypothécaires, peser dans la balance, mais parce que j'avais un contrat indéterminé, ça l'a aidé. Donc, c'est un avantage du contrat indéterminé. Puis, l'autre avantage d'avoir un contrat indéterminé, mais c'est que ça peut renforcer aussi la confiance et l'engagement de l'employé envers l'organisation, mais ça peut aussi jouer contre l'employé indéterminé puisqu'on va vouloir être loyal, on va vouloir rester peut-être si l'emploi nous intéresse pas comparativement à quelqu'un qui a un emploi déterminé, par exemple, qui dit, je finis mon contrat, je m'en vais ailleurs, j'ai pas d'obligation là, de rester dans l'organisation. Aussi d'avoir un contrat indéterminé, il y a des possibilités d'évolution latérale, des possibilités d'évolution latérale. Les contrats déterminés aussi ont cette possibilité-là, mais du moins, en étant indéterminé, on a plus de latitude, on a plus d'opportunités, tandis qu'un contrat déterminé, si par exemple, je finis mon contrat en mai, je pourrais pas avoir une affectation de 6 mois. Puisque ça va au-delà de la date de mon contrat de la date de fin de mon contrat déterminé, tandis que si on a un contrat indéterminé, on peut aller faire du réseautage pour trouver une affectation, un détachement de 6 mois, de 1 an. On n'est pas contraint là, par la fin de notre contrat déterminé. Donc, tout ça pour résumer, là, je veux juste vous dire que d'avoir un contrat déterminé, il y a des beaux avantages, puis des fois, c'est aussi lié aux problèmes, pas aux problèmes, aux défis financiers. Ça peut être des stratégies de recrutement, des stratégies de rétention. Donc, c'est pas à négliger de pas trop en mettre sur vos épaules là, dans la planification des ressources humaines. C'est aussi quelque chose qu'on va voir, d'offrir des contrats déterminés. Mais il y a des beaux avantages d'avoir un contrat indéterminé. Puis si vous êtes capable d'aller chercher, c'est un beau pas là, dans votre carrière de fonctionnaire.
je vais pouvoir laisser la parole à Geneviève là, qui va vous expliquer là, les mécanismes de dotation pour vous éclairer un peu plus. Merci beaucoup, Audrey-Anne. Oui, donc je vais vous parler un petit peu des types de contrats qu'on peut avoir, mais aussi des types de mouvements latéraux qu'on peut faire et dans quel cas est-ce qu'on peut les faire. Donc, ici à l'écran, vous voyez, il y a l'indéterminé, le déterminé, et je vais ajouter à ça, c'est pas à l'écran, mais le contrat occasionnel. Donc, au niveau indéterminé, je pense que vous savez pas mal déjà c'est quoi, c'est-à-dire que c'est un emploi permanent. Il n'y a pas de renouvellement de contrat à avoir. Il n'y a pas de fin de date de contrat. Dans le cas du déterminé, donc là, c'est un contrat qui a une date de début, une date de fin. Et comme Audrey-Anne le mentionnait un peu tout à l'heure, ben, quand la date de fin, on la voit approcher, vaut mieux faire peut-être des recherches ou s'informer s'il y a possibilité de renouvellement. Dans le cas d'un contrat 90 jours, donc occasionnel qu'on appelle, ces contrats-là sont non renouvelables au sein de la même organisation dans une même année. Donc, je donne un exemple, ça va être un peu plus clair. Si vous êtes embauché en 2023 à titre occasionnel à la CFP, vous pouvez faire votre 90 jours, c'est toujours 90 jours, toute l'année à temps partiel si c'est ça l'entente, ou à temps plein. Mais c'est certain qu'à temps plein, vous allez le finir dans l'espace d'à peu près 3-4 mois. Donc, à ce moment-là, à la fin de votre 3-4 mois, vous devrez automatiquement aller vers un autre ministère pour être réembauché en tant qu'occasionnel ou attendre que l'année se termine. Donc, vous pourriez être réembauché à la CFP encore en 2024 seulement. Voilà. Par la suite, il y a aussi les types de mouvements latéraux qu'on peut faire au sein d'une même organisation, mais aussi entre les organisations. Donc, au niveau de la mutation, vous allez pouvoir vous déplacer dans un poste égal. Donc, si vous êtes AS2, par exemple, vous allez pouvoir avoir un autre poste AS2 dans une autre organisation de la fonction publique. Au niveau de la promotion, bon, ça le dit, je pense que vous comprenez déjà c'est quoi. Donc, vous allez avoir une promotion, un nouveau contrat qui sera signé, mais à un niveau supplémentaire. L'intérimaire, dans ce cas-ci, c'est également un contrat, mais c'est un contrat qui est temporaire. Donc, c'est avec la même organisation. Vous allez pouvoir assurer un rôle de façon temporaire à un niveau supérieur. Donc, c'est un peu ce que je fais moi présentement. Je suis chef d'équipe de la région du Québec, mais mon poste d'attache que je garde est à un niveau juste en dessous de ce niveau-là de chef d'équipe que j'assure depuis 1 an maintenant. Donc, voilà, les intérimaires, ça peut être un petit peu long aussi. Ce n'est pas nécessairement juste 2 semaines. Ça peut durer plus longtemps. Moi, ça va faire 1 an bientôt. Une affectation, c'est un mouvement qui est encore une fois temporaire et de même niveau, mais au sein d'une même organisation. Donc, par exemple, moi, si une personne est AS2 à la CFP, elle bougerait d'un même poste, toujours nommé AS2, mais toujours au sein de la CFP. Ça pourrait être dans une autre direction, par exemple, ou juste une autre équipe. Le détachement, au contraire, lui, ce sera la même chose, donc un mouvement latéral, mais dans un autre ministère cette fois-ci, donc toujours un détachement temporaire. Les échanges de travail, ça, c'est un petit peu plus particulier. En fait, peut-être qu'on pourra partager dans le chat, je ne sais pas s'il y a possibilité de faire ça, mais on pourrait vous partager un lien vers toutes les organisations du gouvernement fédéral. Et en fait, ces mouvements latéraux-là, ils ne sont pas toujours possible. On ne peut pas toujours faire ces mouvements-là de n'importe quelle organisation à n'importe quelle autre organisation. Si vous voulez savoir si c'est possible pour vous, vous pouvez consulter cette page-là qu'on va vous partager soit par courriel après la conférence ou je verrai avec Khadija là, pour qu'on puisse vous la partager dans tous les cas. Mais
il est mentionné pour chacune des organisations du gouvernement fédéral quelles sont les opportunités que vous avez. Est-ce que vous pouvez faire des mutations? Est-ce que vous pouvez faire un détachement? Donc, vous avez tous ces détails-là. Et dans les cas où ce n'est pas possible, certaines organisations ont développé des mécanismes d'échange entre elles. Ça, c'est une autre chose que vous pouvez explorer. Si vous avez des questions par rapport à vos possibilités dans votre organisation, je vous encourage fortement à poser vos questions à vos collègues en RH. Ils vont pouvoir vous apporter les réponses par rapport à ça. Sinon, au niveau des processus, il y a des processus annoncés et des processus non annoncés. Donc, un processus annoncé, vous allez voir l'affichage. Le plus souvent, c'est sur Emploi GC. Parfois, vous pouvez aussi aller voir les affichages directement sur les sites web des organisations. Et vous allez pouvoir postuler directement là. Au niveau non annoncé, généralement, en fait, ça va être plus au niveau, si vous faites du réseautage, vous allez pouvoir accéder à ce type de nomination-là. Par contre, c'est moins fréquent, je vous le dis. Généralement, on passe par des processus annoncés au gouvernement fédéral, ne serait-ce que pour prévenir du favoritisme ou certaines préférences. Là, on veut trouver le meilleur candidat, donner la meilleure chance à tous les candidats dans un processus. Donc, le processus annoncé, généralement, est utilisé. Je pense qu'on peut passer à la prochaine slide. Oui, la complexité du processus d'embauche, on en parle souvent, on a beaucoup de questions par rapport à ça. Ce qu'il faut garder en tête, c'est qu'au gouvernement fédéral, contrairement au secteur privé, il y a des lois qui encadrent les processus d'embauche. Et c'est pour ça que ça rend les choses un petit peu compliquées. Par contre, ces lois-là, elles ont lieu d'être. C'est important pour la fonction publique de représenter tous les Canadiens et toutes les Canadiennes pour mieux les servir. Donc oui, il y a des lois qui englobent qui encadrent la diversité et l'inclusion, des réglementations concernant le type d'évaluation qu'on va faire dans un processus. Mais ces lois-là aussi nous obligent à regarder chacun des candidats, les dossiers de chacun des candidats de façon égale et équitable, contrairement au secteur privé où si on reçoit une pile de 20 CV, on regarde les 3 premiers, on choisit celui qui nous convient, puis on y va avec ça. Au gouvernement fédéral, chaque candidat a le droit d'être considéré de façon égale. Donc, oui, ça augmente énormément la longueur du processus d'embauche. Cela dit, ça assure une équitabilité là, envers tous les candidats. Vous avez plusieurs outils à votre disposition pour faire soit du réseautage ou accéder peut-être à un plus large bassin là, de possibilités dans votre carrière. Donc, de un, je vous encourage très fortement à en parler à votre gestionnaire. Moi, je suis arrivée en 2018 à la Commission de la fonction publique et depuis, j'ai eu plein d'opportunités. J'étais très chanceuse, mais j'en ai aussi parlé à mes gestionnaires. J'ai énoncé ce qui m'intéressait. Je me suis impliquée dans des projets qui m'intéressaient aussi et j'ai été très verbale sur mes aspirations futures. Donc, ça, je pense que ça m'a beaucoup aidée. Ne sous-estimez pas cela et votre gestionnaire est de votre côté, là. Il va vouloir vous aider dans votre carrière, c'est certain. Cela dit, ça va toujours rester de votre ressort de faire les actions concrètes pour faire avancer votre carrière. Votre gestionnaire ne pourra pas là, faire d'actions à votre place. Au niveau de perfectionnement et de compétences, il y a des cours gratuits qui sont offerts chez CSPS, donc c'est Canada School of Public Service. En français, c'est l'École de la fonction publique. Je vous encourage aussi à faire du bénévolat. Le bénévolat peut être inclus sur votre CV et ça compte comme une expérience valable pendant une entrevue, pendant une évaluation de compétences. Faire partie d'un bassin.
un bassin ou un inventaire. Par exemple, à la CFP, on a plusieurs bassins qui ouvrent. En ce moment, on n'en a aucun offert, mais c'est des choses qui arrivent assez souvent là, qu'on en ouvre. Ce que c'est, en fait, c'est que bon, le candidat va postuler et par la suite, vous allez faire une série d'évaluations selon le type de poste sur lequel vous avez postulé. Et vous allez faire partie donc de ce bassin ou de cet inventaire-là de candidats. Et lorsqu'un gestionnaire veut embaucher une personne avec votre profil, il va faire une demande et votre nom pourrait être référé à ce gestionnaire-là. Donc, un des petits désavantages, c'est que ça peut prendre quand même du temps puisqu'il faut passer par tout le processus d'évaluation puis par la suite le processus de référence de candidats. Par contre, votre nom peut être référé à plusieurs gestionnaires partout au pays, selon vos préférences aussi. Donc, ça peut être assez avantageux à ce niveau-là. Au niveau de la recherche d'emploi, n'hésitez surtout pas à aller sur Emploi GC et à vous inscrire aux alertes par courriel. C'est un de vos meilleurs outils, là. Il y a tous les jours environ 8 à 900 offres d'emploi qui sont sur ce site-là. Donc, vous inscrire aux alertes par courriel, ça va être très utile parce que j'imagine que vous n'allez pas éplucher les 700, 800, 900 offres d'emploi tous les jours sur le site. Votre réputation aussi, effectivement, ça a quelque chose d'important à jouer. D'expérience, je peux vous dire que les personnes que je côtoie et les gestionnaires à qui j'ai parlé vont valoriser l'excellence dans le travail. Donc, si vous travaillez bien, si vous êtes fiable, si vous démontrez de l'initiative et un désir de perfectionnement, bien, ça va jouer en votre faveur. Ça, c'est sans équivoque. Pour la dernière partie de cette slide-ci, je vais passer le flambeau à Catherine qui va vous parler un petit peu plus du réseautage et des réseaux sociaux. Merci Geneviève. Juste pour faire un peu de pouce sur ce que tu viens de dire par rapport à la réputation, je sais que comme dans mon coin, par exemple, à Moncton, le milieu de fonctionnaires fédéraux est très petit. Donc, tout le monde se parle, tout le monde se connaît. Donc, si ça vous arrive d'être dans un centre ou un milieu où est-ce que il n'y a pas il n'y a pas une grosse communauté de fonctionnaires fédéraux, c'est un avantage aussi de démontrer, de toujours vouloir devenir, peut-être pas nécessairement expert, mais de démontrer l'excellence dans votre travail, puis de vous démarquer dans vos équipes. Des fois, c'est pas évident, mais des fois, comme Geneviève l'a dit, des fois, c'est de participer à des projets spéciaux ou des activités comme ça, ou de vous impliquer au sein de différents réseaux. Puis, c'est là un peu que je voulais mentionner les réseaux. Moi, les réseaux, ça a été, et ça continue de l'être, quelque chose de très important dans ma carrière, même qu'à un moment donné, j'étais un peu gênée de dire ça. Puis là, entendre ce que Geneviève disait de comme des processus annoncés, non annoncés, j'étais comme OK, mais peut-être je devrais être un petit peu gênée de le dire. Mais au début de ma carrière, donc, ça fait 8 ans que je suis fonctionnaire fédéral, fonctionnaire au gouvernement fédéral. Puis de mon 8 ans, j'ai eu une job à travers un processus formel annoncé, remplir les questions sur emploi.gc.ca, écrire les examens, faire les entrevues formelles, les entrevues informelles, les études de cas. Ça a pris heureusement moins de temps que le 227 jours qui est la moyenne. Mais je dirais que c'est ça, c'est la seule job que j'ai eue à travers ce processus formel-là. Le reste, ça a été du réseautage. Puis là, je ne suis pas en train de dire que je n'ai pas été évaluée, on n'a pas testé mes connaissances, puis on n'a pas fait d'entrevue. C'est juste que ce n'était pas un processus formel utilisé ou annoncé. Donc, c'était vraiment plus, c'était moi qui cognais à des portes, qui envoyais mon CV à des gens que je connaissais, que je savais qu'il y avait des postes vacants sur leur équipe. Donc, le réseautage est vraiment venu m'aider, moi, dans ma carrière. Puis, je sais que ça a aidé plein d'autres gens dans leur carrière aussi. Même que mon premier contrat indéterminé aussi, je l'ai eu à travers du réseautage.
encore une fois, j'ai été évaluée. On m'a offert un contrat déterminé en débutant. Puis au bout de quelques mois, au bout de 6 mois, on a transformé mon contrat en contrat indéterminé. Mais donc, je voulais juste dire avec cette idée-là ou cet outil-là de ne pas la mettre de côté parce que ça peut vraiment venir vous servir. C'est quelque chose, comme j'ai dit, c'est quelque chose qui était très important pour moi, très important pour d'autres. Euh, je dirais que je dirais que les réseaux sociaux, les plateformes de réseaux sociaux, c'est quelque chose que j'ai moins utilisé personnellement pour la recherche d'emploi. Je l'utilise beaucoup plus pour communiquer avec des gens, maintenir mon réseau, des choses comme ça. Mais je vois de plus en plus de gens s'exprimer ou s'afficher sur les plateformes de réseaux sociaux comme Facebook, LinkedIn, pour dire qu'ils cherchent des emplois ou ils sont des candidats disponibles pour certaines choses, puis ils mettent de l'avant euh, ce qu'ils cherchent dans leur carrière. Puis je pense que c'est un peu ça l'élément clé, c'est de, de parler, de dire à voix haute à quelqu'un qu'est-ce que vous voulez faire avec votre carrière. Des fois, c'est pas évident, on ne sait pas toujours où est-ce qu'on veut s'enligner, mais on a toujours une petite idée de qu'est-ce qu'on veut faire. Donc, c'est important de le véhiculer, de le dire à quelqu'un, puis de prendre sa carrière en main. Le contrat indéterminé que vous convoitez ne va pas arriver comme ça sur un plateau, sur votre bureau. Il faut aller le chercher, il faut démontrer que vous êtes capable de faire le travail, que ce soit en répondant des questions ou en faisant des entrevues ou en rencontrant des gens et en démontrant à ces personnes-là que vous êtes capable de faire la job. Euh, donc c'est ça. Donc, c'est ce que je voulais dire pour en ce qui concerne les réseaux sociaux, puis l'importance de s'impliquer. Puis juste une petite dernière chose pour ajouter ce que Geneviève disait par rapport à faire du bénévolat, à continuer son perfectionnement avec des cours, tout ça. Moi, par exemple, je trouve difficile d'aller chercher de l'expérience en gestion financière quand ce que tu n'en as pas à la fonction publique. C'est pas évident d'aller chercher des jobs par intérim, par exemple, qui vont te donner cette expérience-là. Donc, j'ai trouvé un moyen j'ai pas trouvé un moyen. Je suis impliquée au sein d'un club dans ma communauté où est-ce qu'on gère un budget. Puis je me suis dit, ben voilà ma chance, je vais me présenter comme trésorière et là, j'aurai un peu d'expérience à gérer une somme significative de budget. Donc, c'est tous des petits exemples comme ça. Puis, c'est tous des outils qui sont là. Je pense que c'est pour ça que la slide est là. Puis, on aurait probablement pu faire une session sur chaque outil qu'il y a sur cette diapositive-là. Je vais demander à Guillaume d'aller à la prochaine. Donc, encore une fois, donc on va conclure un peu ça là-dessus. Là, maintenant, vous avez reçu une offre à durée indéterminée. Qu'est-ce qu'il faut faire? Je dirais que, premièrement, j'aimerais dire que c'est possible que votre offre indéterminée est dans le poste que vous êtes actuellement. Donc, vous n'avez pas besoin de quitter votre emploi. Vous n'avez pas besoin d'annoncer à votre équipe. Ben, vous pouvez l'annoncer à votre équipe, mais vous n'avez pas besoin de faire comme si vous quittiez votre équipe. Donc, c'est ça, tant mieux pour vous si c'est ce qui vous arrive. Puis, je dirais aussi que tout ce que je vais mentionner pour cette diapositive-ci, ce sont des bonnes pratiques en général pour n'importe quand vous quittez un emploi ou est-ce que vous changez d'une job à un autre. Donc, que ce soit pour un contrat indéterminé ou un autre. Donc, c'est ça. Donc, parlez à votre gestionnaire. Je sais, ça a été mentionné déjà, mais parlez à votre gestionnaire aussi lorsque vous avez une offre, que ce soit indéterminée ou une autre offre, que ce soit un contrat déterminé ou une affectation, peu importe. Mentionnez-le à votre gestionnaire ou à votre gestionnaire. C'est toujours important d'avoir qu'il soit au courant. Des fois, c'est parce qu'ils peuvent. Là, c'est fin d'après-midi à Moncton, là, fait que je cherche mes mots en français, là. Mais ils peuvent matcher votre offre ou faire une offre correspondante. C'est ça, je l'avais écrit. Donc, vous faire une offre correspondante ou une offre similaire à ce que vous avez été offert ailleurs. C'est important aussi de le mentionner pour être capable de permettre à cette personne-là de planifier à l'avance ou de planifier les mouvements dans son équipe. Donc, si vous quittez dans 1, 2, 3 mois, peu importe, ça donne la chance au gestionnaire de planifier un peu. C'est important de rester professionnel. Ça ne sert absolument à rien à essayer à brûler des ponts en quittant. Rester professionnel, même si je comprends que des fois, on quitte des emplois parce que la relation est difficile avec la gestion, mais c'est quand même important de
d'essayer de quitter sur des bons termes. Ces gens-là, que ce soit les gestionnaires, les directeurs, directrices, vos collègues de travail dans vos équipes, ces gens-là peuvent tous vous servir comme des références plus tard, comme des bonnes personnes de contact, peu importe où est-ce que vous êtes dans votre carrière. Puis vous ne savez jamais où est-ce que vous recroiseriez peut-être ces personnes-là. Donc, c'est important de rester professionnel dans tout ce processus-là aussi. Et donc, l'autre chose, c'est de saisir les informations essentielles. Ce que je comprends qu'on essaie de dire ici, c'est si vous changez de ministère, vous n'avez plus accès à vos choses. Donc, moi, je vous conseillerais de garder des copies de votre CV, par exemple, ou si vous avez des résultats de test de langue. Moi, je m'assure toujours que je prends une capture d'écran de ma balance de congé dans le système de balance de congé. Donc, des choses comme ça. Donc, prendre ces choses-là, s'assurer que vous avez une copie de ces choses-là, des choses importantes qui sont à votre sujet, là. Puis, comme j'ai mentionné, prévenez votre équipe ou prévenez votre gestionnaire, mais aussi prévenez l'équipe pour qu'ils sont prêts à ce que vous quittiez, que ce soit pour faire du transfert de connaissances, d'assurer que vous complétiez certaines tâches ou certains projets avant de quitter, ou au moins amener vos projets, vos tâches à une certaine, tu sais, un certain niveau pour que quiconque va prendre vos dossiers pourra continuer à partir de là. Puis, si vous travaillez avec des clients, que ce soit externes, internes, d'assurer de mentionner à ces personnes-là que vous quittez ou que vous ne serez plus dans ce poste-là après telle date. Puis, la dernière chose à mentionner, c'est ce que vous voyez en jaune à l'écran. Rien n'est acquis tant que vous n'avez pas reçu de lettre. Et là, j'ai vu quelques questions dans le Q&A. Là, déjà, c'est sûr que moi, je peux me faire dire par quelqu'un, j'aimerais t'offrir un poste de façon indéterminée, mais tant que j'ai pas cette lettre-là devant moi, prête à signer, je peux pas prendre pour acquis. Donc, je peux comprendre, des fois, ça peut être difficile, des fois, la lettre peut arriver plus tard, des choses comme ça. Donc, mais rien n'est acquis tant que vous n'avez pas vu cette lettre d'offre-là devant vos yeux, là. Puis, donc, c'est important de lire la lettre, la signer, accepter l'offre et la retourner. Puis, si vous avez des questions, j'essaie de faire ça vite parce que je vais passer aux questions-réponses. Mais si vous avez des questions par rapport à votre lettre, ça, c'est une autre chose que je vois souvent circuler sur des groupes de médias sociaux. Des gens qui ne comprennent pas certaines sections de leur lettre d'offre, que ce soit indéterminée ou autre. Si vous avez des questions ou vous ne comprenez pas une certaine section, parlez à la personne ou posez-la à la personne contact sur la lettre, que ce soit la personne des ressources humaines ou au gestionnaire d'embauche. Il y a toujours une personne contact sur les lettres d'offre. Donc, assurez-vous de communiquer avec ces personnes-là si vous avez des questions ou des préoccupations par rapport à l'information. Vous perdez rien, là. Comme vous ne gagnerez que de la clarité. C'est tout ce que j'ai à dire sur ça. Je ne sais pas si Geneviève Audrey veut ajouter quelque chose, là. Merci Catherine, merci Geneviève, merci Audrey-Anne. On a bien expliqué, je pense qu'on a parlé pas mal sur comment passer euh, bah, d'occuper des postes déterminés à des postes à période indéterminée. On va maintenant répondre à quelques questions qu'on a reçues. Geneviève, est-ce qu'on pourrait dire qu'il y a comme genre un moment ou une durée euh, bah, durant laquelle on devrait comme recommencer à chercher un poste si on est un employé déterminé? Je vous dirais de vous y prendre un peu d'avance Oui. parce que parfois les processus peuvent être un petit peu longs. Là, on voit, Catherine, tu as une super belle expérience à plusieurs reprises. Moi aussi, tu comptais ton expérience, là, puis j'avais beaucoup de liens qui se faisaient aussi avec ce que j'ai vécu. Donc, c'est possible que ce soit rapide, que ce soit facile. C'est possible, tout à fait. Ça arrive pour vrai. Mais parfois, c'est long. Parfois aussi, on est dans un poste déterminé parce
le besoin est figé dans le temps et que le besoin ne sera pas renouvelé. Ça arrive aussi. Donc, à ce moment-là, peut-être qu'il va nous falloir qu'on ait cherché un poste qui est dans une autre équipe. Donc, ça vaut la peine de garder ses contacts, de discuter, de mentionner, hey, moi, dans 3 mois, je vais avoir un nouveau besoin, je vais être disponible. Juste d'en discuter, pas continuellement, là, mais de garder nos contacts à jour sur notre disponibilité. Je pense que ça peut être une bonne stratégie. De façon générale, moi, c'est ce que j'avais fait quand j'ai commencé comme étudiante à la fonction publique. Puis, j'en profite là, pour aborder une autre petite question que j'ai eue dans le chat, mais oui, il y a un fast track quand on est étudiante. On peut être bridgé. C'est pas vraiment un processus qui existe en soi du côté RH. Ce que c'est simplement un non annoncé qui est donné à une personne qui est étudiante. Mais moi, c'est ce que j'avais fait. J'avais informé mes gestionnaires que là, mon contrat finissait. J'avais besoin d'un contrat de stagiaire. Pouvez-vous me le donner? Puis là, j'ai comme insisté un petit peu. Puis par la suite, j'ai fini par l'avoir. Et à la fin de mon stage, j'ai pu être aussi bridgée en disant ce qui m'intéressait, en disant que j'étais intéressée à garder un poste dans leur équipe. Puis ça s'était tellement bien passé le stage et le contrat d'étudiante que, voilà, c'est arrivé. Puis ça s'est fait rapidement, justement. Si je peux juste ajouter, Khadija, là, juste clarifier aussi que quand on parle de l'intégration des étudiants du Student Bridging, c'est une justification pour offrir un non annoncé. Donc, c'est un processus qui est non annoncé. La justification, c'est que c'est un étudiant qui a déjà travaillé au gouvernement du Canada ou qui a déjà eu un contrat au gouvernement. Donc, c'est ce qui va permettre d'offrir un non annoncé, un processus non annoncé. J'ai vu dans le chat qu'on parlait d'un indéterminé, mais ça, c'est autre chose. Donc, on offre un processus non annoncé, donc on ne va pas sur Emploi GC faire la paperasse, mais on a la justification de Student Bridging, intégration des étudiants. Puis, c'est au gestionnaire de décider s'il offre un contrat déterminé ou indéterminé à l'étudiant qui souhaite embaucher. Donc, l'intégration des étudiants n'est pas égale à un contrat déterminé ou un contrat indéterminé. C'est à la discrétion du gestionnaire selon ses besoins, selon son budget. Là, je voulais juste m'assurer que ça soit clair parce que j'ai vu dans le chat, on parlait vraiment de indéterminé, mais ça n'a pas rapport. C'est vraiment indéterminé, là, c'est avec le gestionnaire que ça se discute. D'accord. Et donc, ce qu'on comprend, c'est que le processus de bridging ou l'intégration, ça, c'est une chose et que c'est séparé d'un processus de nomination. C'est ça? Le processus est non annoncé, puis la justification qu'on doit avoir pour choisir le processus qui est non annoncé, donc il est pas affiché sur Emploi GC, ça peut avoir certains défis, là. Donc on doit avoir une justification. La justification, c'est le student bridging, mais ça garantit pas qu'on a un contrat indéterminé. C'est juste ça la nuance. Et le bridging n'est pas non plus garanti. Si vous êtes étudiant, ce n'est pas garanti qu'on va faire un non annoncé par la suite. Il y a des démarches à avoir, puis il y a des besoins surtout à avoir dans les équipes. Parfait. Donc, il n'y a rien qui garantit qu'on aura ce bridging. Et puis, et à travers le bridging, on peut recevoir soit un contrat ou soit un poste indéterminé. Oui, voilà. Et Audrey-Anne, on est au courant que des conventions collectives ont une clause qui oblige des gestionnaires de donner un poste indéterminé à quelqu'un après c'est peut-être 2 ou 3 ans. Est-ce que c'est quelque chose que RH va s'en occuper? Je vais peut-être juste pouvoir clarifier, là. Selon moi, ce que je sais, c'est plus dans la loi sur l'emploi dans la fonction publique, donc c'est pas nécessairement une clause. Ce qui est dit, c'est que c'est un processus, là. Donc, ça se peut que demain, ça fonctionne plus. C'est comme pour aider les gens à devenir indéterminés. Mais grosso modo, c'est qu'après 3 ans qu'un employé est au sein du même poste, le poste va lui appartenir. Donc, après 3 ans de contrat déterminé,
on appelle ça rollover en anglais, à un contrat indéterminé. Pour avoir été en contact avec l'équipe de dotation au sein de mon organisation, ils savent, là. C'est comme, OK, cette personne-là va bientôt faire un rollover, va bientôt tomber à indéterminé parce que ça fait plus de 3 ans qu'il possède ce poste-là. Donc, c'est quelque chose qui est fait du côté de ressources humaines, mais assurez-vous, faites les démarches pour vous assurer que c'est bien dans le processus, là. Donc, oui, les RH le font, mais on a un devoir aussi de s'assurer que c'est fait, parce que ça serait plate que ça ne fonctionne pas. Catherine, Geneviève? Si je peux me permettre d'ajouter, là, je suis encore une fois pas experte en ressources humaines, mais c'est quelque chose qui m'est déjà arrivé. J'approchais le 3 ans dans le même poste, puis c'est juste pour clarifier, il faut que ça soit le même poste, comme la même job, les mêmes tâches, la même classification. Donc, si vous avez changé au courant de ces 3 ans-là, ça se peut que l'organisation décide de dire non, votre compte à rebours recommence. Mais dans mon cas, j'arrivais à 3 ans dans le même poste, même classification, mais le poste, il y avait quelqu'un d'autre de substantif dedans. Il y avait déjà quelqu'un qui était dans la boîte, elle était juste partie en affectation ailleurs. Et donc, il n'y avait pas d'autre poste à m'offrir lorsque mon rollover arrivait. Donc, on a mis fin à mon contrat. Et ça, en tout cas, ça a causé un peu d'enjeu. Puis là, ça m'a permis de... C'est là que j'ai utilisé mon réseau de contacts. Mais c'est juste parce que je vois une autre question où est-ce que la personne dit que son contrat se termine dans 2 mois. Puis elle pose s'il y a des possibilités de prolongation. Ça ça dépend. J'irais relire peut-être la lettre d'offre parce que moi, ça disait que mon employeur devait me donner, je pense que c'était 4 semaines ou 3 semaines de notice avant de mettre fin à mon contrat. Ils ont été généreux, ils m'ont donné 2 mois de notice avant de mettre fin à mon contrat, puis ils m'ont aidé à essayer de trouver une job et tout ça. Donc, ça, c'est peut-être une possibilité. Mais j'irai relire la lettre d'offre. Je ne sais pas si Audrey-Anne ou là, je sais que j'ai été à une autre question, là, mais je voulais juste dire que c'est ça, de faire attention avec ce rollover-là. C'est pas toujours garanti. Ça dépend des fois aussi de l'organisation. Je sais qu'il y a certaines organisations où est-ce que c'est pas toujours le cas. En tout cas, ça fait que c'est ça, c'est juste de faire attention avec ça, de ne pas le prendre pour acquis. Merci. Non, c'est de très bien conseils. Geneviève, j'aimerais te demander, est-ce que tu as des conseils pour des personnes qui envisagent poursuivre des études supérieures pour améliorer leur admissibilité à des postes permanents? Oui, tout à fait. De un, en fait, sachez que les exigences essentielles pour les postes vont très rarement comprendre des études après le bac. Donc, maîtrise, doctorat, ça existe, il y en a. Mais généralement, les exigences pour les postes sont soit du baccalauréat ou du cégep secondaire, ça dépend du niveau du poste là, et du type du poste. Ce que je vous conseillerais, c'est moi, j'en ai discuté beaucoup autour de moi à des personnes qui avaient des carrières que moi, je trouvais intéressantes. J'avais envie, j'avais envie de me développer dans ce sens-là. Puis en fait, je suis allée faire exactement la même maîtrise qu'un de mes amis qui avait une carrière que je trouvais tellement florissante, puis tellement intéressante. Puis lui avait eu une super expérience. Donc, pour l'info, j'ai fait une maîtrise à l'École nationale d'administration publique en développement organisationnel et RH. Puis en fait, c'est le type de maîtrise qui ouvre énormément de portes parce qu'elle n'est pas trop pointue. Mais quand même vise un domaine assez spécifique. Donc, ça me permet maintenant de toucher à plusieurs aspects. En fait, ma maîtrise m'aide dans mon emploi actuel sur plusieurs aspects. Donc, ça peut être assez intéressant de penser à ça. Puis sinon, vous pourriez même poser la question à votre gestionnaire, quel type d'études peut-être que lui pourrait vous soutenir aussi dans certains types d'études, pas nécessairement d'aller faire une maîtrise, mais est-ce que votre ministère a du budget pour la formation qui serait plus payante, c'est-à-dire de prendre, mettons, un cours à McGill en finance ou des choses comme ça. Donc ça peut être aussi une possibilité. Je vois que Audrey-Anne a une main levée.
Je voulais renchérir sur ce que tu dis, Geneviève. Là, moi aussi, ça a été mon cas. Là. Après mon bac, je n'étais pas prête à arrêter les études, mais j'ai commencé à travailler à temps plein, puis j'ai décidé de m'inscrire à la maîtrise en gestion de projet à l'Université du Québec en Outaouais. Puis pour moi, ça m'a vraiment aidé parce que mon bac, je l'ai fait en ressources humaines. Je suis conseillère en ressources humaines, donc j'étais très, je faisais mon travail, mais la maîtrise m'a aidé à aller chercher d'autres compétences, à apporter d'autres expériences aussi au sein de mon milieu de travail. Donc, c'est un avantage que moi, j'ai vraiment perçu parce que ça m'a aidé à appliquer sur d'autres processus, justifier mon expérience. Donc, c'est quelque chose que j'encourage si votre gestionnaire ou si vous avez de l'intérêt à aller aux études supérieures, là, il y a des beaux avantages d'aller chercher des compétences et de l'expérience qui peut être additionnelle à votre travail. Puis, Et bon. j'ajouterais là-dessus, moi, c'est ce qui m'a permis d'entrer à la fonction publique en faisant mes études supérieures. C'est ça, j'avais un stage à faire, donc ça m'a permis c'est comme ça que j'ai rentré comme étudiante à la fonction publique. Donc, ça peut être un avantage. C'est tout. Ouais, bien sûr, bien sûr. Non, merci d'avoir mentionné que, en fait, en poursuivant des études supérieures, on peut là aussi ouvrir d'autres possibilités pour nous, que ce soit acquérir de nouvelles compétences, mais aussi agrandir notre réseau. Donc, ça, c'est aussi une façon pour nous donner comme un avantage par rapport à d'autres collègues afin d'obtenir ce poste indéterminé. Et on a mentionné aussi que il est nécessaire d'explorer, de faire de la réseautage. Euh, il y a beaucoup en fait à faire pour qu'on pense peut-être on devrait faire pour obtenir un poste permanent. Et si on l'a obtenu, comment est-ce qu'on peut concilier le désir d'avoir cette permanence avec le fait d'explorer différents rôles et d'acquérir différentes expériences au sein du GC? Comme il y a un équilibre, on n'a pas beaucoup de temps. Qu'est-ce qu'on pourrait faire, Catherine? Ben, moi, je sais qu'on n'a pas beaucoup de temps, mais Audrey-Anne l'a mentionné au début en parlant des avantages du contrat déterminé, d'être capable de bouger un peu. Moi, je dirais que le contrat indéterminé ou mon premier poste indéterminé m'a donné un peu cette sécurité d'emploi-là, d'avoir quelque chose à retomber dessus si je partais en, en affectation ailleurs, dans une autre équipe ou en détachement dans un autre ministère. Donc, je ne le verrais pas comme quelque chose qui vous, là c'est un mot, je pense un mot chiac, là, qui vous amarre, qui vous tient dans votre poste actuel. Le poste indéterminé vous pouvez quand même aller explorer, puis étendre vos ailes, puis aller voir dans différents ministères, des différents niveaux. J'ai fait un petit peu de tout là, dans ma carrière. J'ai travaillé en communication, là, je suis en programme. J'ai fait un petit peu de ressources humaines, là, mais je peux vraiment pas dire que je suis Audrey-Anne ou Geneviève, là. Mais donc, tout ça pour dire que le poste indéterminé, je ne le vois pas comme quelque chose qui vous tient serré dans le poste puis dans ce que vous faites. Moi, je le vois plus comme une doudou ou quelque chose de sécuritaire là, que vous pouvez retomber dessus si jamais vous quittez, puis vous n'aimez pas ça ou ça ne fonctionne pas, vous avez quelque chose à revenir. Donc, je vais laisser, je vois que Geneviève et Audrey ont les mains levées, fait que je vais les laisser continuer. Oui. Moi, ce que j'allais mentionner, là, quand j'ai mon contrat indéterminé, tu sais, je sais qu'on peut faire, je savais qu'on peut faire des détachements, des affectations. J'ai eu des opportunités d'affectation, mais on dirait que je sais pas, j'étais bien dans mon emploi, j'aimais beaucoup ce que je faisais. Moi, ce que j'ai fait, par contre, c'est que je me suis impliquée dans les réseaux. Je me suis impliquée avec le réseau des jeunes fonctionnaires fédéraux. J'ai été pendant 2 ans la coprésidente d'étudiants GC. J'ai été chercher de l'expérience interministérielle à l'extérieur de mon emploi pour m'aider justement à progresser, puis m'aider aussi à avoir, mais en restant dans mon poste, en restant bien dans mon contrat indéterminé. Mais c'est ça, il y a des opportunités d'affectation, de détachement, mais il y a aussi la possibilité de s'impliquer au sein du gouvernement là, de manière générale dans les réseaux. Bien sûr, il est important toujours de faire des réseautages. Merci
Audrey, d'avoir souligné ça. Geneviève, euh, est-ce que tu peux aussi nous parler un peu de ces outils comme les pages Facebook ou ces autres d'embauche informelle? On pense souvent que peut-être les gestionnaires ne les utilisent pas parce qu'on voit seulement des publicités des employés. Est-ce qu'ils les utilisent? Oui, oui, je vous assure qu'ils les utilisent. Les réseaux sociaux, c'est très vivant. Là. D'ailleurs, il y a une page Facebook qui s'appelle GC Informal, quelque chose comme ça. Donc, allez la rechercher. Il y a beaucoup de choses qui se passent là. Je voulais juste renchérir aussi là, sur les opportunités. Parfois, dans notre même ministère, on ne le voit pas nécessairement, mais il y a beaucoup de projets qui ont lieu, des projets spéciaux ou des mandats qu'on pourrait auquel on pourrait participer de façon temporaire. Donc ça, je vous encourage à le mentionner à vos gestionnaires, puis à mentionner vos intérêts. Puis il pourrait par la suite penser à vous pour ce type de projet-là. L'autre chose aussi, il y a les agents libres, le programme des agents libres au gouvernement fédéral. Une fois que vous êtes indéterminé, ça peut être très intéressant pour aller explorer des nouveaux types de postes. Donc, voilà. C'est ça. Et si on pense que, juste pour répondre à une autre question qu'on a, si on pense que on est là, on travaille à un ministère pendant 3 ans, pendant 5 ans, pendant 6 ans, et qu'on n'a pas encore obtenu ce poste indéterminé, qu'est-ce qu'on fait? On poursuit. Ouais. Avoir un poste déterminé, c'est pas non plus. C'est aussi très bien. Là. Si vous l'avez, votre poste est déterminé, c'est parce que on vous veut dans notre équipe puis que ça va bien. Ce n'est pas non plus la panacée d'avoir un indéterminé. Donc, continuez, puis continuez à faire aller vos réseaux. Puis, si vous êtes encore là après 5 ans en déterminé, c'est parce que ça va bien. Ah, voilà, merci, merci Geneviève, merci Catherine, merci Audrey-Anne. Moi, j'ai appris beaucoup et j'imagine que tous les autres participants ont aussi appris beaucoup. Euh, et, euh, et si vous avez manqué quelque chose, vous pouvez bien sûr voir les enregistrements du RJFF sur la page YouTube. Vous pouvez aussi écouter la série de balados euh, 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 bientôt pour en savoir plus aussi. Et si vous souhaitez savoir plus sur ce sujet, sur d'autres sujets, n'hésitez pas à consulter la page de ressources du wiki CBC 2024 et j'espère que vous avez appris comment vous pouvez obtenir un poste indéterminé mais aussi appris un peu sur les mécanismes d'embauche et de dotation au sein du GC. Euh, donc, juste avant de terminer, nous avons une dernière question de sondage. Ces résultats ne seront pas communiqués. C'est juste en fait pour nous de savoir en fait si vous avez aimé cette session ou non. Est-ce qu'on aura une question de sondage? Et la voilà. Cette session a-t-elle été un usage judicieux de votre temps? Et j'aimerais aussi vous dire, vous mentionner qu'il y a en fait beaucoup d'autres sessions qui auront lieu dans le cadre du camp de carrière au cours des prochains jours.
Il y aura aussi des journées d'apprentissage en personne qui sont organisées chaque année, en fait, et qui seront aussi organisées cette année par le RJFF. Il y a aussi bah, bah, une série de séances qui s'appelle Ministère sous les projecteurs, cette série aura lieu chaque mardi durant l'été. Et aussi une séance qui s'appelle Bienvenue au gouvernement du Canada, un événement virtuel pour les nouveaux employés. Et dans le cadre du camp des carrières, vous aurez l'occasion de vous rendre dans les kiosques et de consulter avec des membres des communautés. Et ça sera juste après cette session. Il y aura ces kiosques et ça sera une très bonne occasion pour faire du réseautage, ce qu'on a bien souligné durant cette session. Merci d'avoir assisté à cette session et à bientôt. Au revoir.